Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Une démission télévisée, peut-on dire. C'est assis sur un fauteuil roulant et visiblement très affaibli que Abdelaziz Bouteflika va remettre sa démission à Taher Boulaïz, président du Conseil constitutionnel algérien, accompagné de Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Ce cliché marque la fin de 20 années de pouvoir de Bouteflika. Après 6 semaines de vives protestations dans l'Algérie tout entière et même dans la diaspora, le combattant a finalement jeté l'éponge. Tout est parti, on s'en souvient, de la volonté des caciques du Front de Libération Nationale FLN, front d'imposer un 5e mandat à Abdelaziz Bouteflika, malgré son état de santé. Victime d'un accident vasculaire cérébral à la fin de son 3e mandat, le peuple algérien avait mal digéré le fait que son président, tout au long de son 4e mandat, ne soit pas adressé une seule fois à lui. Le désir de briguer un 5e mandat sera l'élément déclencheur des événements ayant poussé Bouteflika à la porte de sortie. Mais les Algériens aujourd'hui veulent plus, la fin de tout un système. Abdelaziz Bouteflika, la chute, la rue a finalement eu raison. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Abdelaziz Bouteflika, la chute, la rue a finalement eu raison. Pour en parler ce soir, madame, monsieur, je suis en plateau avec Didier Imkwa. Didier, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux compagnons, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Merci une fois de plus de m'avoir invité en ce plateau pour échanger sur une question assez délicate pour l'Afrique. Ok. Vous trouvez qu'elle est délicate? Oui, elle est délicate tout simplement parce que lorsqu'on regarde le parcours de Boutef, comme l'appellent les Algériens, c'est le dernier de Moïkan du FLN qui est en train de quitter comme ça la scène. Et je suis un peu content en tant qu'acteur politique parce qu'on lui a évité l'humiliation. Ok, on en parle tout à l'heure. À la Mugabe. On en parle tout à l'heure. Vous êtes coordonnateur régional du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC. FSNC. Pour faire simple, le parti de Issa Tiroma, ça permet aux gens de mieux comprendre. Le parti pour lequel Issa Tiroma est président. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Faut-il toujours, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes ainsi qu'aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, vous êtes néo-militant du MRC. On va le dire comme ça. Oui, on va. Vous avez quelques mois dans la maison. Oui, mais... 1 mois, 2 mois déjà disons 1 mois et demi, mais longtemps également milité dans la société civile, surtout pour ce qui est de la promotion de l'entrepreneuriat. Ok. Bienvenue une fois de plus, Fouti. En face de vous, Valérie Mandengue. Bonsoir. Bonsoir Serge Autou, bonsoir aux nombreux panélistes et bonsoir à l'ensemble des populations qui nous suivent en ce moment. Alors, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple Cameroun. Évidemment. C'est bien cela. Bienvenue une fois de plus. En face, Roger Oyono. Roger, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Serge Alain, vous allez me permettre de dire bonsoir ce soir, s'il vous plaît, à 3 catégories de personnes. D'abord, nos amis des réseaux sociaux qui nous écoutent et qui nous apprécient bien. Qui vulgarise de plus en plus l'émission Equinox ce soir. Bonsoir également aux forces de l'ordre qui mènent un travail spécial pour l'avancement, voire le maintien de sécurité pour l'État du Cameroun. Et bonsoir à mes amis que je venais de quitter tout à l'heure, c'est-à-dire tous les influenceurs jeunes et les leaders jeunes des partis politiques ainsi que les blogueurs du Cameroun, parce que rappelons qu'actuellement il y a une conférence qui se tient à partir de ce jour, c'est-à-dire le 3 avril jusqu'au 6 avril sur le thème porte essentiellement, le thème de l'atelier porte essentiellement sur la violence et l'extrémisme sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en ligne et hors ligne, menés par les Camerounais. Et lorsqu'on sait que de plus en plus, il y a une certaine instrumentalisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire un certain discours de haine qui monte
qui prend de plus en plus une certaine proportion. Et lorsqu'un débat pareil nous invite à discuter, c'est-à-dire celui de l'Algérie, qui doit nous servir désormais d'exemple, à savoir qu'il n'y a qu'un seul peuple qui peut se lever pour dire oui ou non à telle ou telle personne. Voilà, vous gardez la parole, Roger Oyono. 6 semaines de contestation et, comme on l'a dit, je l'ai dit à l'entame de l'émission, le combattant a fini par jeter l'éponge. Du point de vue de la science politique, quelle lecture? Le combattant, Serge Alain, je ne sais pas le combattant de qui. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika était le combattant contre son peuple? Je ne sais pas. Le combattant Bouteflika, si on peut-être. D'accord, merci. Merci, c'est par rapport à la guerre d'Algérie. 1954-1962. Merci parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le grand président Abdelaziz Bouteflika, qui est devenu pour certains le petit président Abdelaziz Bouteflika. On l'a même taxé de Marocain. Lorsqu'on sait que... Parce qu'il est né au Maroc. Lorsqu'on sait que plusieurs pays d'Afrique ont eu à conquérir l'indépendance et non à recevoir l'indépendance sous forme d'une lettre. Et lorsqu'on sait le combat qu'a mené le FLN et avec Abdelaziz Bouteflika sur les lignes, aujourd'hui on peut dire malheureusement que ce qu'on peut reprocher au président, c'est que le président devait savoir qu'il y a dans la vie ce qu'on appelle une limite à toute chose. Il y a la limite à tout ce que nous faisons, c'est ce que certains autres ont démontré. En mathématiques, il y a des limites mathématiques. Il y a des limites dans la vie, ça veut dire qu'à un certain moment, le président en réalité n'avait plus les capacités naturelles de présider, parce que lorsqu'on est président, on préside, n'avait plus les capacités naturelles de présider aux destinées de l'Algérie. Malheureusement, lorsqu'on est président, Serge Alain, du point de vue parfois de l'anthropologie, c'est plus complexe que ce qu'on en pense, ce que certains en pensent. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple faire un remaniement, vous enlevez tous vos ministres le même jour, ou vous pouvez décider que vous allez. Lorsqu'on est président, parfois on est porté par un groupe de personnes et qui parfois a certains intérêts, et ces intérêts, par intérêt et par enjeu, le président peut bien avoir la possibilité de dire je suis fatigué, mais à un moment, le plus souvent en tant qu'humain, il est pris à son propre piège. Autrement dit, il est pris par les réseaux qui ont porté sa candidature au pouvoir. Pour le cas de l'Algérie, on parle de plus en plus de l'armée. C'est l'armée qui le maintenait. Au cas de l'Algérie, on parle de l'armée, que c'est l'armée qui maintenait. Justement, ça peut être le lobby de l'armée. Vous pouvez avoir des gens, vous les mettez totalement à l'aise et un jour, ils se rendent compte que leurs intérêts ne sont plus totalement asservis ou bien assurés. Et à un moment, ils pensent que vous ne pouvez plus l'être. Donc moi, je salue un combattant qui laisse le pouvoir. Malheureusement, et j'apprécie cela parce qu'il n'est pas sorti totalement par la petite porte. Autrement dit, durant les semaines de protestation, les gens attendaient qu'il jette l'éponge totalement. Mais là, il sort en faisant une conférence de presse où il dit « je ne peux plus ». Soit-il sur une chaise roulante, toujours est-il qu'on ne sait pas par quel chemin nous tous nous allons finir. Heureusement qu'il n'est pas terminé par la mort, mais peut-être sur une chaise roulante. Donc je salue un combattant et je me dis, c'est une bonne ouverture pour l'Afrique. Toujours, comme je l'avais dit lorsqu'on avait fait le débrief, je rappelle toujours que par universalisme absolu ou bien universalisme naïf, il ne faudrait pas que les gens pensent que l'Algérie, c'est l'Afrique subsaharienne. On parle de l'Algérie, là, ça veut dire qu'on parle d'une conscience algérienne. On parle d'un peuple. Je ne voudrais pas dire que le Cameroun n'a pas un peuple, mais suivez mon regard. Didier Yimkwa, est-ce que Roger Oyono a parlé des limites? Est-ce qu'il n'a pas su s'arrêter? Non. Écoutez, vous savez, nous sommes ici en train de faire une analyse politologique de la révolution. L'histoire de la révolution nous renseigne que pour qu'il y ait révolution, il faut d'abord la théorie de la révolution. Et pour qu'il y ait la théorie de la révolution, il faut qu'il y ait des révolutionnaires. Voyez-vous, je peux faire un peu du benchmarking. Actuellement, ça fait depuis presque 6 mois qu'il y a les marches à Paris, en France, mais l'hégémon central est là, il n'est pas parti. Ça veut tout simplement dire que dans le jeu des acteurs, qui ne fait que de duplicité, pour que l'hégémon central quitte comme Boutef, il faudrait qu'à un certain moment, certains cadors, certains acteurs
du champ politique s'entendent sur un programme. Tant qu'il n'y a pas une entente qui relève du consensus sur un programme, je peux vous rassurer que vous pouvez marcher 6 ans, il n'y aura pas de révolution. Donc c'est pourquoi il a fallu attendre pour vous 6 dire. semaines. Non, c'est entre-temps. Oui. Bon, je peux citer des noms comme ça, mais je n'en ai pas besoin. Lorsque le peuple déclenche, parce que pour qu'il y ait explosion, il faut un détonateur, mais il faut des explosifs. C'est explosif, c'est détonateur plus explosif qui font l'explosion. Donc, le peuple peut détonner, mais s'il n'y a pas l'explosif, il n'y aura pas de révolution. L'armée est venue ici finaliser un processus. Donc, quand le peuple engage, manifeste, entre-temps, il y a des conciliabules, il y a la diplomatie de couloir. Et puis, il n'y a pas que seulement le peuple. Il y a d'autres acteurs qui relèvent du mécanisme d'évolution du pouvoir qu'il faut prendre en compte. Vous avez les hommes d'affaires, vous avez les militaires, vous avez même la communauté internationale, et vous avez même le président, l'hégémon central, en ce moment-là. Oui. À un moment donné, lorsqu'ils s'entendent sur un programme post-crise, en ce moment-là, on négocie sa sortie et il sort de façon peut-être pas honorable, mais il ne subit pas l'humiliation. Donc moi je pense que c'est ce qui s'est passé en Algérie. Ça c'est les sciences, bien l'histoire de la révolution. Donc il faut faire attention. Si l'armée arrivait en arguant, en parlant de l'empêchement, c'est vrai, l'armée venait comme un catalyseur pour finaliser un processus qui était là. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit dans votre chronique, dans votre présentation, le peuple demande aujourd'hui la fin de tout un système. Et là, ce sera difficile. Le régime est tombé. Hein? Maintenant, il faut attendre. C'est un autre combat, le système. Mais ce ne sera pas facile. Okay. Mais il faut déjà s'en réjouir qu'un régime soit tombé. Ok. Faustin Zouzou, ce sera facile de faire tomber le système. Boutef fait partir, entre guillemets. Mais le peuple demande que le système soit lui aussi balayé. Moi, je pense qu'on ne peut pas être pessimiste face à quelqu'un qui a déjà remporté un combat. Il peut remporter le second, voire même le troisième. Moi, pour le cas de l'Algérie particulièrement, il y a toujours une question qui me revient à l'esprit, c'est que aujourd'hui, le monde est en train de prendre un virage contrairement au passé. Et ce n'est qu'en Afrique qu'alors qu'on retrouve des présidents qui, malgré leur inefficacité physique, voire même, je dirais, intellectuelle, continuent de s'accrocher au pouvoir, peut-être pour le compte des lobbies, peut-être pour le compte de son entourage. Mais le peuple algérien n'est pas un peuple, je dirais, passif. Parce que de son histoire, nous connaissons que jusqu'aujourd'hui, que ce soit à travers leurs emblèmes que leur hymne national, ils ont toujours affirmé leur liberté et leur souveraineté. Et même la constitution de ce pays-là a des dispositions qui ne permettent pas déjà à tout arriviste, voire même tout filouteur, d'accéder à la magistrature suprême. Maintenant, ils ont fait tomber le président et nous savons que faire tomber un président ne change pas totalement le système, mais c'est un préalable. Déjà parce qu'on ne peut pas renverser un système sans commencer par celui qui tient les rênes de ce système-là. Et croire alors qu'ils ne peuvent pas faire tomber le système, c'est déjà simplifier le combat qu'ils ont mené jusqu'ici. Et moi, je pense que les pays arabes, en fait, ne sont pas, comme je disais, des peuples de ces pays-là ne sont pas aussi passifs et ils peuvent résister parce qu'ils connaissent la loi du sacrifice, ils connaissent l'importance de la détermination et du sacrifice, parce qu'ils savent qu'on obtient tout par la lutte, parce qu'ils savent qu'ils ont obtenu l'indépendance de la France par la lutte, parce qu'ils savent même qu'après l'indépendance, ils ont mené plusieurs guerres et plusieurs résistances pour avoir l'Algérie qu'ils ont aujourd'hui. Et Bouteflika est arrivé, certes, un véritable combattant qui a d'ailleurs contribué beaucoup à l'indépendance de son pays, mais qui malheureusement a eu le même virus
je sais pas, les mêmes virus qui rongent tout homme qui parvient à accéder à la tête d'une nation, c'est-à-dire vouloir s'accrocher à tout prix et à tous les prix. Mais il faut le dire, moi je suis de ceux qui pensent que le peuple algérien peut arriver, pas peut-être à renverser totalement le système, mais à imposer au moins un nouveau rythme à ce système-là pour que leur intérêt soit de plus en plus pris en compte. Ok. Valérie Mandenguer, je crois que les choses ont commencé au mois de février lorsque on a décidé de présenter la candidature de Boutef pour un 5e mandat. La rue a commencé à gronder, mais l'armée, le général, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, le 26 mars et le 30, a demandé que pour une sortie de crise, il faut l'application stricte de l'article 102 de la Constitution algérienne, qui dit exactement ceci. Le président peut être déclaré en état d'empêchement en cas de maladie grave et durable qui le place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. On sait que Bouteflika, l'AVC est survenu en avril 2013. Il a fini tout son 4e mandat sur un fauteuil roulant. Pourquoi l'armée n'est pas sortie en ce moment-là pour demander que l'article 102 soit appliqué? Bien, monsieur Serge Otou, permettez-moi par la voix du canal de votre chaîne de télévision de saluer la dynamique communautaire algérienne qui vit au Cameroun. Vous savez que le peuple algérien et le peuple camerounais, c'est deux peuples frères qui ont noué et continuent de nouer des relations autant stratégiques que d'amitié sur plusieurs plans. Bien, pour ce qui concerne le cas de l'Algérie, qui fait écho aujourd'hui, j'ai appris avec vous, comme tout le monde ici, la démission hier du président Bouteflika. Je voudrais d'abord saluer le grand nationaliste qu'il a été, parce qu'il est une chose d'être président, mais il est une chose d'avoir combattu pour son pays. Je pense qu'à ce niveau-là, vous avez encore des exemples comme Bouteflika, comme Mugabe, c'est des exemples. C'est des exemples sur lesquels les jeunes générations aujourd'hui peuvent s'appuyer pour pouvoir regarder le futur de façon sereine. Maintenant, pour arriver au questionnement central que vous avez posé, c'était avec beaucoup de tristesse que depuis un certain temps, nous regardions le président Bouteflika sur une chaise roulante. Et vous avez rappelé ici là une disposition constitutionnelle qui encadre, si vous permettez, la sortie du président de la République. Il est clair que l'armée s'est d'abord voulu légaliste, attendre que ce mandat se termine. Et après avoir constaté la fin du mandat, il fallait donc entamer des pourparlers. Il faut comprendre ici que dans le cadre de la dynamique de, si on peut appeler ça une révolution, mais dans le cadre de la dynamique de la grogne algérienne, elle part d'abord d'un déclic qui est celui de l'état de santé du président Bouteflika. Nous ne pouvons pas être dans le même cas si en 2013, M. Bouteflika n'avait pas eu, il n'a pas seulement eu un AVC, il a eu un AVC et une succession de malaises qui ont entraîné son état pratiquement léthargique. Donc vous avez un président, vous avez un chef de l'État qui d'abord est déjà diminué sur le plan physique et lors des rares audiences qu'il a eu à donner, on avait même l'impression que sur le plan psychomental, il n'y était plus. Ça c'est durant tout son 4e mandat. Valérie Mandenguer, il faut le rappeler. Une partie du 4e mandat. Non, son mandat. L'AVC arrive à la fin de son 3e mandat. Mais lorsque l'AVC arrive, comme pour le cas d'un autre président de l'Afrique centrale, il se relève, c'est-à-dire qu'il n'est pas diminué à l'état où on le voit aujourd'hui. Il donnait encore des audiences, il recevait. Mais au fur et à mesure que ces malaises se sont empirés, il a eu cet état léthargique. Maintenant, je voulais revenir. Quand je parlais tout à l'heure du déclic qui part de l'état de santé, c'est simplement pour expliquer que à partir de cela, vous avez un agrégat de facteurs qui se sont mis en commun pour permettre aujourd'hui que le président ait une sortie. Parce qu'il a d'abord, lorsque la rue est sortie, nous avons tous vu, lorsque la rue est sortie, la dynamique du peuple a d'abord obéi à cela. Maintenant, nous savons très bien qu'en back-office, nous connaissons ce que c'est que les relations internationales. Il y a eu d'autres acteurs externes qui ont eu à mettre le mot sur le dossier algérien. Il y a eu des acteurs internes, la société civile, la famille présidentielle même. Parce que l'état dans lequel Bouteflika était aujourd'hui ne permettait plus même à son entourage proche d'être serein. Maintenant, j'ai suivi un copanéliste nous parler d'un régime qui est tombé. Non, le régime n'est pas tombé. L'élément
centrale, ce que nous, les Bantous, nous disons l'arbre qui cache la forêt, n'est plus là, mais la forêt, elle est là. Et c'est pour ça, lorsque vous regardez aujourd'hui, lorsqu'on essaie de parcourir la géopolitique algérienne actuelle, vous n'avez même pas encore jusqu'à présent un acteur de l'opposition qui se détache comme un challenger sérieux. Donc aujourd'hui, si le président Bouteflika a eu à avoir cette sortie honorable, je crains et je pense que le plus dur... Vous pensez qu'elle est honorable? Oui, elle est honorable. Le plus dur est maintenant à venir. Plus que, un, vous n'avez pas un acteur de l'opposition qui se détache. Deux, dans la même zone du Maghreb, vous avez eu ce qu'on avait appelé le printemps arabe. Nous avons eu des révolutions, entre guillemets, similaires, mais aujourd'hui, le vase est creux. Aujourd'hui, les populations sont dépitées. Aujourd'hui, les espoirs qui avaient été mis lorsqu'il fallait débarquer le président égyptien, Mohamed Moubarak, le président tunisien, ça n'a pas donné. Donc, nous espérons que sereinement, non seulement cette transition va se mettre en place, mais que tous les acteurs en place vont jouer de façon pérenne, vont jouer de façon transparente le jeu démocratique de l'alternance au pouvoir. Roger Lono, dans ce qui arrive aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est la société civile. Je crois qu'on est d'accord. Et on dit, le profil des manifestants là-bas, c'est des jeunes qui n'ont pas connu ce qu'on a appelé la décennie noire, c'est-à-dire la période de guerre, les années 1991 jusqu'en 2002, avec les groupes salafistes islamiques armés qui combattaient le gouvernement algérien. Donc c'est une vague de jeunes qui ont soif, on va le dire comme ça, de démocratie et même qui ne veulent plus entendre parler de corruption. Est-ce que c'est aujourd'hui que l'Algérie fait son printemps arabe? Serge Alain parlait du printemps arabe. D'ailleurs, bon, c'est une expression qui ne me semble pas consacrée. Oui. Peut-être en journalisme, c'est consacré, mais du point de vue épistémologique, en sciences politiques, printemps arabe, je ne sais pas. Je voulais d'abord apporter certaines précisions. Il peut avoir alternance. Il faut avoir qu'on a donné à tous ces mouvements en 2011 qui ont fait partir Hosni Moubarak, comme il a dit, en Égypte et Ben Ali en Tunisie. Merci. L'Algérie a échappé, c'est pourquoi je demande si c'est autour de l'Algérie de subir ce qu'on appelait le printemps arabe. Je voulais dire quelque chose. C'est pas parce qu'il y a changement de la tête. Oui. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a alternance qu'il y a forcément changement, et c'est pas parce qu'il y a changement qu'il y a évolution. Faudrait pas qu'on se comble ou bien qu'on se décombe. Je le dis toujours ici, sur le même plateau, on ne change pas des hommes en réalité, ou on ne crée pas des hommes. Si je peux faire un parallèle avec le Cameroun, ce n'est pas parce que chaque jour on crie Biya Mosgo qu'un jour si Biya s'en va, tout va changer directement. J'ai parlé tout à l'heure d'enjeux et des réseaux. Vous pouvez changer la tête, le même réseau reste et ça fonctionne de la même manière. En ce moment, on peut se poser la question s'il y a eu changement. Le changement, donc, ce n'est pas toujours la tête. Lorsque vous parlez de la société civile africaine, de plus en plus, il faut aussi voir que les partis politiques, et cela, je suis content d'avoir des amis sur le plateau qui se revendiquent d'être des partis politiques. De plus en plus, les partis politiques ont démissionné de leur travail. Et la société civile se sent donc un peu plus à l'aise pour mouvoir. Parce que certains partis politiques se sont lancés aujourd'hui à des discours qui n'entrent pas en réalité sur ce que certains ont appelé les partis politiques, à savoir la conquête, l'exercice, la conservation du pouvoir, la mobilisation en permanence des soutiens, l'installation de telle enseigne que le centre communique avec la périphérie et bien d'autres choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, la société civile est obligée de jouer ce rôle. Mais on peut également poser la question de savoir si cette société civile n'est pas une société civile intéressée. Parce que le but réel d'une société civile, c'est d'influencer le pouvoir et non de conquérir le pouvoir. Ce qui me gêne un peu avec le cas de l'Algérie, c'est que les cas précédents, ce qu'on appelait le printemps arabe, ne nous ont pas servi de leçon. Lorsqu'on voit aujourd'hui un pays comme la Libye, qui était un pays qui était bien, on ne pouvait pas citer 4 à 5 pays dans le monde. On ne citait pas l'exemple de la Libye. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la Libye, mieux mon Cameroun. Lorsque vous regardez la Tunisie, ce n'est plus totalement ça. Donc je voulais dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on enlève la tête
que tout semble être bien. Le printemps algérien, je dirais pas oui, ou bien je dirais pas non. Je dirais c'est arrivé dans le cours de l'histoire que le moment du président Abdelaziz Bouteflika, c'est-à-dire le moment de laisser le pouvoir, est arrivé et que le président, ils ne sont pas, je ne sais pas pourquoi, quand je vois la chute, le thème même me cause problème, la chute, je dirais pas la chute. C'est sa sortie du pouvoir. C'est pas une chute lorsqu'on sait qu'on s'est battu pour son pays, on a mené des uns et des autres. Et je vous le dis toujours, ce n'est pas parfois, Serge Alain. Quand on s'est battu, on s'est battu comme ça? Non, on ne doit pas sortir comme ça. Je voulais vous dire quelque chose. Un parti, il ne faudrait pas la difficulté. Vous attendez 6 semaines pour sortir? La difficulté. On vous demande, vous êtes sur fauteuil roulant depuis la fin du 3e mandat. Vous y allez quand même pour un 4e mandat. Le peuple algérien ne vous voit pas. Pendant tout le mandat, vous venez, vous sollicitez un 5e mandat. Et vous trouvez que la sortie est honorable. Mais monsieur Serge Alain Autou, vous parlez du peuple tout à l'heure. Vous pensez que qui avait porté la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour l'élection? Mais j'ai parlé de ce même peuple. À un moment, c'est ce même peuple. Suivez Serge Alain. C'est le peuple algérien. Je parle du peuple algérien et le peuple algérien des réseaux. C'est ce même peuple, lorsque leurs intérêts sont encore assuvis ou bien asservis, qui vous disent non, il n'y a que toi qui peux porter vraiment cette candidature. La preuve aujourd'hui, vous ne voyez pas un véritable leader en face, à même de dire moi je peux faire ceci. Pourquoi? Parce que la difficulté des partis politiques africains, et là je vais rejoindre l'autre 4e caractéristique d'un parti que je n'ai pas cité tout à l'heure, à savoir un parti doit être capable de survivre après l'existence de son principal dirigeant. Or ce n'est pas citer un peu les partis, si on revient dans le cadre du Cameroun en termes de contexte. Au Cameroun, vous vous souvenez encore d'un parti politique, le jour qu'il est créé et le jour que son principal créateur est inhumé. C'est là où on dit sur les réseaux ou bien sur les journaux, tel créateur de tel parti politique a été inhumé. Vous dites donc, le parti là existait encore. On a des partis qui existent juste en période électorale. Et le parti n'est pas porté seulement par une seule personne. C'est pas une stigmatisation. Le parti est porté par plusieurs personnes qui ont des enjeux. Autrement dit, on ne va pas en politique, c'est pas une association, c'est une guerre de pouvoir et d'intérêt. On ne fait pas la politique, le politicien investisseur n'est pas là comme le religieux. C'est pourquoi il y a une différence entre le religieux et le politique. C'est une histoire d'intérêt. Et tant que l'intérêt d'un peuple est porté et on se rend compte qu'il y a un 10, si je peux parler comme dans le langage footballistique, il y a un 10 qui peut porter cela, le peuple va dire restons. Et rappelons aussi qu'il n'est pas le seul président quand même à finir sur une chaise roulante. Lorsqu'on sait que Franklin Delano Roosevelt a fait 3 mandats, alors que le mandat était aux États-Unis, il faut faire 2. Franklin Delano Roosevelt, sur une chaise roulante, a fait un 3e mandat. Ou faut être douanier. Voilà. Fautine Jojo. On va un peu, j'ai ici le bilan. 6 semaines de manifestation, 356 arrestations, un seul mort. Un commentaire. Moi, je vais d'abord rappeler à mon frère. Non, allons-y. Oui, rapidement. Faut qu'on avance. Si monsieur Bouteflika était allé à l'élection, sûrement il serait sorti président parce que nous avons vu avec le cas Blaise Compaoré. Donc ce n'est pas parce qu'on est élu à la tête d'un État qu'on pense forcément qu'on est légitime, surtout lorsque nous sommes en Afrique. S'il était allé aux élections, je suis sûr qu'il serait président de l'Algérie. 6 semaines de manifestation, un seul mort. 356 arrestations. Cela traduit directement, je dirais, la maturité de l'armée algérienne. Ça dit, vous avez des hommes qui savent qu'ils sont payés avec l'argent que le peuple cotise. Et quand ce même peuple décide d'exprimer une opinion, d'exprimer une pensée, l'armée devrait comprendre qu'en fait, si elle existe, c'est parce que le peuple existe et elle existe pour le peuple et non pour un seul homme. Vous voyez, le cas de l'Algérie, normalement, devrait inspirer d'autres nations. Parce que nous venons là je dirais, de sauver un peuple d'un chaos. On a pris par exemple le cas libyen, on a pris par exemple le cas libyen, qui est d'ailleurs un cas que j'ai beaucoup déploré, et d'ailleurs j'ai beaucoup manifesté contre, je dirais,
la chute ou du moins l'assassinat du guide libyen, mais il faut aussi dire une certaine non, mais le mot chute, ça veut dire tout simplement que les gens vous ont demandé un matin de partir, vous n'êtes pas parti. Lorsqu'ils vous ont fait pression, vous avez abandonné, ça dit vous abandonnez contre votre volonté. Il s'agit tout simplement d'une chute. Je n'aimerais pas beaucoup m'attarder sur des terminologies, que ce soit la chute ou le départ. Ce qui intéresse, c'est le contexte. Alors, vous voyez, imaginez qu'au début du soulèvement du peuple libyen, les guides libyens avaient accepté jeter l'éponge, ou du moins passer le pouvoir à un proche de son camp. Je suis sûr peut-être qu'on ne serait pas arrivé à cet nombre de bombardements qui ont d'ailleurs réduit la Libye en ayant au point aujourd'hui un costaud monsieur comme Oyono coûte 175 000 francs là-bas dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'esclavage libyen. Ça veut dire tout simplement que lorsque nous sommes à la tête d'un État, lorsque nous avons pour responsabilité d'assurer la sécurité des populations, il ne faut pas, dans l'exercice de cette sécurité, détruire cette même population pour laquelle nous sommes engagés et qui, d'ailleurs, débourse de son argent pour nous payer. Alors, la maturité de cette armée-là, aujourd'hui, vient de sauver le peuple algérien parce que si les manifestations avaient continué, et d'ailleurs, je respecte beaucoup cette armée, tout comme l'armée qui a contribué à la sortie, comme monsieur, on n'aime pas la chute du président Mugabe à l'époque, parce que si on abandonne, je dirais, la responsabilité seule au président de la République, désormais incapable de vivre sans le pouvoir, on va se retrouver donc à ce qu'on appelle l'intervention de la nébuleuse communauté internationale, et là le pays s'ouvre directement au chaos. Or, l'armée a des responsabilités et comprend directement qu'elle a pour eux non seulement de protéger le peuple, mais aussi de protéger l'intégrité du territoire. Et la protection de l'intégrité du territoire également passe par la compréhension de l'expression de ce peuple-là. C'est par où il faut passer, parce que cette armée pouvait dire, monsieur le président, est-ce que vous êtes d'accord de partir? Le président dit non, elle croise ses bras, elle va dans la rue lancer le massacre pour protéger le pouvoir du président, mais tel n'a pas été le cas, et nous pouvons dire que la chute de l'actuel président va être une solution, peut-être du moins une possibilité d'une transition pacifique à la tête de ce pays-là, et c'est ce qu'on rencontre très difficilement en Afrique, surtout lorsque les présidents commencent à traverser 10-15 ans à la tête du pouvoir. Ok, dites-moi quoi sur le comportement de l'armée? Le comportement de mes amis en ce plateau me laisse croire que si eux-mêmes ils sont au pouvoir, ils seront des très grands conservateurs, hein, parce qu'ils ne veulent pas vite libérer la parole. Je voudrais dire que pour mieux comprendre le comportement de l'armée algérienne, il faut aller fouiller dans l'histoire des indépendances. Oui. L'Algérie et le Cameroun ont une histoire semblable. À la seule différence qu'au Cameroun, ceux qui ont combattu pour l'indépendance ne l'ont pas eu. Alors qu'en Algérie, ceux qui ont combattu pour l'indépendance l'ont eu. Effectivement. Ce qui fait que l'armée algérienne a été formée par des combattants. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une armée qui est formée, qui a été construite pour combattre l'ennemi, pas pour combattre les compatriotes. Donc je comprends pourquoi cette armée a été à côté du peuple. Et je l'ai dit, je reviens là-dessus, permettez-moi peut-être la répétition. Une révolution ne se gagne pas simplement parce que les gens marchent. Vous avez cité là une disposition de la constitution algérienne. Oui. Et vous vous êtes posé la question, pourquoi à telle date? C'est pour vous dire que il y a des conciliabules. N'importe quel expert sur des questions que vous lisez, vous pouvez lire tous les experts, tous ceux qui ont théorisé sur les révolutions, ils vous diront que à un moment donné, quand les acteurs s'entendent sur le jeu, comme je l'ai dit, la révolution est réussie. Tant que les acteurs ne s'entendent pas, à cette époque-là, en 2013, l'armée n'était pas d'accord avec les autres acteurs. Et là, c'est pourquoi je dis que, quand je regarde ce qui se passe chez nous ici au Cameroun, que les gens s'insultent sur les réseaux sociaux, que le MRC, Tontina, Sardina, c'est des gens qui, je pense, qui n'ont pas compris que
entre les partis politiques, une famille qui est close, c'est-à-dire une organisation politique, qui s'enferme sur elle-même, doit mourir. Il faut être ouvert et lancer les passerelles. Vous devez toujours avoir des gens de l'autre côté. Vous devez toujours avoir le privilège, ou bien, je ne sais pas quoi, avoir créé un contexte dans lequel vous pouvez échanger. C'est dans ce sens-là que vous pouvez réussir l'évolution. Mais si vous avez tout tendance à rejeter les autres, si vous avez tout tendance à construire votre politique sur du manichéisme, c'est-à-dire tout ce qui ne vient pas de vous n'est pas bon, il n'y a que ce qui vient de vous qui est bon, vous allez échouer. Donc pour dire que voilà comment l'armée algérienne a été construite. Donc il fallait chercher dans l'histoire. Ce n'est pas différent de l'armée zimbabwéenne. Vous voyez que le processus, la sortie du camarade n'est pas différent de celle de Bouteflika. Parce que c'est des résistants. On n'humilie pas un résistant. On ne déshabille pas un résistant. Ce monsieur a été ministre des Affaires étrangères à 26 ans. Le plus jeune du monde. Monsieur, il faut faire attention. Parce que l'histoire est pourvoyée d'arguments. Il faut faire attention de détruire tout un patrimoine historique. Parce que c'est ça, la culture, la mémoire collective. C'est ça qui fonde une société. Bouteflika est parti, mais on ne l'a pas humilié. Pour moi, ce n'est pas une chute. Il sort comme il est sorti, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'il sorte. Vous comprenez? C'est ça, nous sommes ici dans le champ politique. Et je vous ai dit tout à l'heure que le jeu politique est fait de duplicité. Dans tous les champs politiques. La duplicité de l'État, la duplicité de la société, la duplicité des acteurs. À un moment donné, celui avec qui vous marchez, celui avec qui vous déjeunez, n'est plus avec vous. Okay. Pour une question d'intérêt. Mais ce qui va se passer aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon jeune frère Madangue qui dit qu'il n'y a pas une figure d'opposition qui va rejaillir. Il faut faire attention. Non, non. Parce que... Non, corrigez le propos. J'ai dit il n'y a pas une figure actuelle. Il y a des figures d'opposition. Mais qui sort du lot. Non, je voulais corriger avant que vous... Ok, d'accord, merci. Ok, excusez-moi de travestir vos propos pour dire que lorsque cette histoire a commencé, les manifestations populaires ont commencé en Algérie, j'ai suivi un avocat à qui il était peut-être le porte-parole, mais pas officieux, à qui on demandait de créer une structure pour coordonner les marches. Il a dit non. Pourquoi? Il était intelligent. Parce que s'il avait créé une structure à cette époque-là, on l'aurait facilement inféodé. Et peut-être la manifestation de la population serait allée en vrille. Vous comprenez? Oui. Ça a été stratégique et tactique. Laisser le peuple avancer, jusqu'à ce qu'il y ait ce programme post-crise. C'est quand le programme post-crise, qui est accepté par tous les acteurs. Nous sommes ici dans le mécanisme d'évolution du pouvoir. On ne compte pas seulement sur le peuple, parce que comme disait Machiavel, qui fonde sur le peuple, fonde sur la boue. Donc, il n'y a pas que le peuple, il y a d'autres entités. Il y a la communauté internationale, il y a les hommes d'affaires, il y a l'armée, il y a d'autres réseaux. Ça peut être des réseaux religieux, ça peut être des réseaux, je ne sais pas quoi, je ne voulais pas philosophique. Lorsque ces réseaux-là s'entendent autour d'un programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre révolution. Donc je voudrais qu'on évite ici de saluer la figure emblématique des gens qui ont combattu pour l'Afrique. Et pour chuter maintenant, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un héritage colonial. Vous ne pouvez pas faire fi de cet héritage. Voilà, la France est restée en Algérie pendant 132 ans. Voilà, Valérie Mandingue, finalement, on est d'accord que c'est l'armée qui dirige le jeu politique en Algérie. Pas totalement vrai. L'armée ne dirige pas. L'armée a donné un cadre de transition et un cadre de sortie. Mais c'est pour rejoindre ce que dit Valérie Yankwa. Ce n'est pas le peuple. Didier Yankwa, ce n'est pas le peuple. Non. On ne peut pas désolidariser le peuple de la sortie de M. Bouteflika. Je m'explique. Oui. Vous avez, nous sommes pratiquement aujourd'hui à 2 mois de manifestation. Je vais prendre un parallèle et je vais revenir ici. À 2 mois de manifestation des Gilets jaunes en France. Oui. Ces 2 mois. 5 mois. Bon, 5 mois. Et depuis que ces manifestations ont commencé, ces manifestations ont amené les pouvoirs publics français, ont amené la haute magistrature française à entamer des réformes profondes. Donc, ce qui implique que lorsqu'il y a la grogne, pas seulement la grogne, lorsqu'il y a la pression du peuple, et je parle sous le contrôle de M. Yono, parce que il a dit quelque chose de très fondamental à sa prise de parole. Il a parlé des réseaux sociaux. Je parle du peuple vrai qui descend dans la rue.
par le peuple qu'on se fabrique dans les réseaux sociaux et dont on veut se prévaloir d'une quelconque victoire. Parce que j'ai compris ici quelques malices entamées ici et là par le représentant du MSC sur ce plateau. La deuxième chose, il y a des choses magnifiques qu'on entend chaque fois qu'on est sur un plateau. Mais je pense que chaque fois que nous sommes sur un plateau, nous avons nos rôles, nous les partis politiques, nous les représentants des partis politiques, d'éduquer les masses. C'est vrai que M. Yono a ressorti un certain nombre d'agrégats qui sous-tendent à la vie d'un parti politique, mais le premier cadre est d'abord l'éducation de nos populations. Quand j'entends un représentant sur un plateau en 2019 nous expliquer que il était quasiment sûr que si M. Bouteflika allait se présenter, il allait gagner les élections, j'ai froid au dos. Parce que la seule expression qui sous-tend à l'alternance au pouvoir, c'est les unes. C'est pas les unes qu'on gagne une élection. La deuxième chose, pour continuer, les militaires dans tous les pays du monde sont des fonctionnaires. Mais on assimile pas... Vous voulez nous dire que Bouteflika allait perdre? Ce que je veux vous dire, c'est que l'absence d'un certain nombre d'acteurs en Algérie, dont l'ancien Premier ministre qui avait refusé de participer à ces élections. Parce que effectivement, il partait du principe que s'il allait à cette élection, le jeu était truqué d'avance. Mais voilà. Par l'extraordinaire, nous avons ici des acteurs qui savent, qui ont des pouvoirs divins comme monsieur Fauting, de savoir qu'ils ne vont pas gagner, mais qui vont aux élections, qui acceptent les conditions, qui passent par qui passe par l'autorisation d'un instrument constitutionnel tel que le Conseil constitutionnel et qui plus tard va venir vous dire que ce Conseil constitutionnel n'a pas qualité à donner des résultats, ce Conseil constitutionnel n'a pas qualité à dire qu'il a gagné une élection présidentielle. Il faut faire très attention lorsque nous sommes sur des plateaux parce que des millions de téléspectateurs nous suivent. Aujourd'hui, en début de semaine, vous avez fait ici une tribune sur la violence en milieu scolaire. C'est la même chose. Cette violence, nous la retrouvons aujourd'hui au niveau même des langages des partis politiques. Le représentant d'un parti politique ici, c'est vrai que monsieur Yinkwa a essayé. Il a essayé de bosser. Vous ne pouvez pas être dans l'arène politique. Et tous ceux qui sont autour de vous sont des entités à abattre. Moi, je suis choqué. Non, restons en Algérie. Je fais le parallèle. Restons en Algérie. Le parallèle, monsieur. Vous avez créé autre chose là. Monsieur Otou. Oui. Le parallèle vaut son pesant d'or par rapport à la thématique que nous avons. Oui. De comprendre les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, le peuple algérien, l'exemple algérien répond au peuple algérien. Il n'est pas un message pour un autre peuple. Parce que chaque peuple intègre en elle-même sa dynamique d'évolution. Au Cameroun? Je dis, cette révolution qui se passe aujourd'hui ne parle pas au Cameroun. Je vais dire en deux choses. La première chose, vous avez un président au Cameroun qui est debout, qui est lucide, qui est en santé physique et en santé mentale propre, qui pendant près de 5 heures reçoit les vœux, qui reçoit en audience tous les jours des représentants diplomatiques, qui participent à des forums internationaux. Je vous rappelle que rien que pour l'année passée, le président Biya a été 2 fois en Chine. Donc il y a une symbolique, c'est que le président Xi Jinping vient d'être réélu. Il n'est pas encore installé, mais le président Biya est invité en Chine. C'est une symbolique. Donc aujourd'hui, la dynamique algérienne n'obéit pas à la dynamique camerounaise. Parce que si on parle du principe, du principe aléatoire, que dans les mêmes conditions, les mêmes conditions produisent les mêmes effets, nous n'avons pas les mêmes conditions Cameroun. Vous avez les mêmes conditions normales de température et de pression. Effectivement, vous avez un président qui a été réélu en octobre par la majorité des Camerounais. Vous avez un président aujourd'hui qui fixe le cap, qui a annoncé dans les tout prochains mois, dans les toutes prochaines semaines, la viabilisation du processus de décentralisation à travers les régionales. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que l'exemple algérien ne parle pas au Cameroun, parce qu'aujourd'hui le Cameroun est un pays stable. Le Cameroun est un pays qui, avec sa réalité, qui avec un chef de l'État qui répond, qui est encore suffisamment debout et suffisamment en santé, lui permet de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc je termine par là pour dire simplement que l'armée algérienne aujourd'hui, elle permet au peuple d'entrevoir un futur. Mais j'ai peur parce que à chaque moment, à chaque instant, que des révolutions arrivent en Afrique, nous avons, plus tard, ça fait souvent un effet de pétard mouillé. Donc il est question aujourd'hui que tous les acteurs fassent front commun, parce que c'est pas parce que le président Bouteflika n'est plus en tête de course. Aujourd'hui, le pouvoir va fabriquer
automatiquement un représentant. Comme M. Kabila avait fabriqué un représentant en RDC. Oui. Donc ne vous trompez pas. Ce n'est pas, et M. Ona a bien fait de le dire, où la politique... Mais le peuple algérien est conscient de ce fait. Le peuple algérien, non, le peuple algérien est conscient, mais le peuple algérien aussi sait que le prochain combat qu'il attend, il est dans les urnes. Parce qu'un pouvoir ne tombe pas par une personne, c'est tout un système. Mais ce système aujourd'hui, si l'armée a réussi à intégrer que il faille que M. Bouteflika ait une sortie honorable, c'est simplement parce que on ne peut pas faire fi des masses humaines que nous avons vues pendant près de 6 semaines. Je dis des masses humaines, c'est ce qu'on appelle des manifestations. Rien à voir avec ce qu'on voit au Cameroun avec une dizaine de personnes qui se baladent dans les rues. Donc ça, c'est le peuple. Et lorsque le peuple parle, le pouvoir en place a le devoir, a l'obligation de s'y prêter, a l'obligation de s'y faire, a l'obligation de se ranger. Pardon, j'avais juste quelques... Vous voulez rebondir par rapport à ce que dit Mandingue? Ça dit que quand Mandingue du RDPC essaye de donner des leçons au MRSI, moi j'ai envie d'éclater sur le plateau parce que lorsqu'on va en Algérie, ils se retrouvent sur le MRSI. Voilà des gens qui sont allés ramasser des touristes pour faire des observateurs de Transparency International, et ils ont même d'ailleurs touché de l'argent dans ce pays, des touristes, ils les ont présentés à la télévision nationale, et nous sommes surpris que des gens sont habitués à la filouterie du début jusqu'à la fin, tentent même de nous dire que le cas algérien ne devrait pas, du moins, se intéresser les Camerounais, parce que semble-t-il, selon lui, au Cameroun, le vrai peuple ne s'est pas encore exprimé. Mais si vous parlez d'une poignée de personnes, que d'ailleurs vous les avez tous arrêtés après avoir tiré sur certains, après avoir fouetté certains, si c'est tout le peuple camerounais d'ailleurs, je vous en prie, permettez, faut-il de répondre. Bon, vous va passer à autre chose. Dès que vous avez fini, je vais passer la parole à vous allez digérer, parce que quand vous débitez des inepties, moi je souffre de vous écouter jusqu'à la fin. Si quelques poignées de Camerounais sont allés dans la rue exprimer leur volonté et vous avez répondu par la répression et pas même les tirs et en plus par les arrestations et les emprisonnements. Imaginez donc que c'était tout le peuple camerounais, vous aurez directement transformé toute la République en une prison générale, parce que justement, au-delà de ces observateurs que vous fabriquez, vous venez sur des plateaux de télévision. Moi, j'ai besoin de vous demander si vous connaissez Piment ou Obsor. Ça dit que des gens parlent des réseaux sociaux alors qu'ils sont eux-mêmes détenteurs des faux profils. Pour attiser la reine tribale, ils modifient le nom de leur compte tous les jours. Ils viennent sur les plateaux de télévision jouer des hommes sérieux. Okay. Moi, j'ai envie de dire sur ce plateau il va falloir, monsieur Serge Alain, que nous essayons d'organiser notre débat sur la moralité de vos panélistes et qu'on essaie de fouiller en profondeur de ce qu'ils sont sur le plan réel dans leur vie. Parce qu'on ne peut pas se permettre de venir sur des plateaux. Vous voyez, monsieur, vous avez fini la brèche. Non, c'est terminé. Je vous en prie, Valérie Mandela. Bonjour Yono, sur ce comportement de l'armée algérienne. Serge Alain Autou, il faut savoir qu'un pouvoir repose essentiellement sur deux prismes. Oui. Le premier prisme, c'est le prisme de la légitimité, et le deuxième prisme, c'est le prisme de la contrainte. La légitimité, pourquoi? Parce que le peuple qui vous a élu reconnaît en vous le dirigeant qu'on a élu, qui est appelé, c'est-à-dire le peuple vous délègue le pouvoir. Vous êtes appelé à gérer l'État pendant telle période. C'est pourquoi il y a un mandat. Maintenant, même ce mandat, du plan de vue de la légitimité, vous avez cité tout à l'heure un article de la Constitution algérienne. Merci de reconnaître que les textes africains sont parfois aussi des bons textes. Oui. Parce que même dans la constitution camerounaise, on reconnaît ce qu'on appelle la vacance présidentielle. Lorsque le président est incapable. Mais donc je ne vais pas entrer dans le prisme de la légitimité. Je vous expliquer la légitimité. Maintenant, la contrainte. La contrainte, ce sont les différents pouvoirs qui reposent essentiellement sur l'autorégularisation. Autrement dit, sur la régularisation sociale. Ça peut reposer sur la police, ça peut reposer sur la gendarmerie et sur le point de vue de l'armée. Maintenant, sur le point de vue de la légitimité, si j'essaye de comprendre les choses en analysant, en faisant une lecture froide, le président algérien avait un peu perdu de sa légitimité. Maintenant, ce qui maintenait le président algérien au pouvoir, c'était le pouvoir de la contrainte.
La contrainte, autrement dit, l'armée. Maintenant, à un certain niveau, le président algérien a également perdu de cette contrainte. Autrement dit, l'armée n'était plus totalement en phase avec lui. Et peut-être l'armée a estimé qu'il fallait plus qu'une armée essentiellement républicaine. C'est pourquoi en entame de l'émission, j'ai tenu à saluer les forces de l'ordre. Surtout lorsque je pense que j'en ai perdu un frère à moi du côté du nord-ouest qu'on va enterrer ce week-end. Ça fait très mal, c'est pourquoi je salue les forces de l'ordre qui abattent un travail. L'armée est essentiellement républicaine. Et comme l'armée est républicaine, l'armée essaie de faire un palliatif en regardant est-ce que je dois me mettre en ce moment du côté du peuple. Autrement dit, c'est un peu un arbitre. Oui. C'est un arbitre, certes, qui est aux commandes de l'exécutif, puisqu'un président de la République commande, il est le commandeur des forces armées. Mais je pense que dans le cadre algérien, l'armée a trouvé qu'il était nécessaire de se mettre aux côtés du peuple et non d'un leader. Il faut faire la différence entre les deux choses. Parce que dans le peuple algérien, on aurait estimé que la rue était menée par un homme. Mais là, je n'ai pas vu un homme, j'ai vu un peuple. Et on sait qu'au commencement, et dans toutes les théories de démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple peut déléguer cela à un individu. Et le peuple, à un certain moment, vu les incapacités, c'est pourquoi je parlais des limites tout à l'heure, peut décider de récupérer son peuple. Et c'est ce qui s'est passé, son pouvoir. Son pouvoir, autant pour moi, et c'est ce qui s'est passé en Algérie. Donc, je ne peux pas dire que c'était la chute, ou bien c'est pourquoi les thèmes chute, les thèmes ceci me causent problème. Surtout lorsque je pense que mon ami Fossim, tout à l'heure, disait qu'il y a eu la chute du président. Il était indigné contre la mort du président Kadhafi, paix à son âme, le leader Kadhafi. Et je sais qu'en même période, on avait aussi dit la chute du guide libyen récupéré par son peuple. Je me demande si M. Fossim fait deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, il y a chute chez Bouteflika et il y a sorti chez Kadhafi. Là, il faut encore questionner et peut-être en offre, on pourra mieux discuter. J'ai dit chute pour vous faire plaisir. J'ai d'ailleurs rappelé que j'ai dit chute parce que ça vous sorti parce que ça vous dérangeait beaucoup. Et je revenais sur le cas libyen pour dire qu'à un moment donné, il faut laisser tomber quand le peuple grogne. Parce que si vous insistez, vous risquez d'amener votre pays devant la mort. Merci. Bonsoir, Cédric Mouffelet. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant, Cédric. Au menu. Ce soir, nous parlerons du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui proteste contre les procédures judiciaires qui se déroulent en catimini concernant son président Maurice Kamto et ses alliés politiques, le MRC, qui déplore une justice partiale, rejette déjà les conclusions de ces appels, de cette procédure judiciaire en habeas corpus devant la cour d'appel du côté de Yaoundé, qui appelle à la libération du professeur Maurice Kamto. Et vous suivrez dans ce journal la réaction du gouvernement après le rapport de Human Rights Watch sur la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones, au-delà de défendre l'armée camerounaise professionnelle. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication fait savoir que la situation se stabilise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, là où l'armée reprend progressivement du terrain. Vous écouterez René Emmanuel Sadi dans le journal de 20h. Et nous irons à Ngaoundéré, là où des jeunes peinent à pouvoir trouver un emploi. Le Parlement s'y est mobilisé afin d'encourager les jeunes étudiants. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux des jeunes Africains qui envisagent d'émigrer. C'est du moins ce qui ressort d'une enquête d'opinion publique réalisée dans 34 pays africains. Et vous suivrez cela dans le journal de 20h. Les jeunes d'Afrique centrale sont les plus nombreux à être des potentiels émigrants d'ici quelques années. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Mouffelet. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. La peau de bébé est fragile. Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte. Il faut éviter d'utiliser sur sa peau des produits conçus pour nous. Des produits souvent lourdement parfumés et trop agressifs. Il faut privilégier l'utilisation de formules.
Retour sur le plateau Equinox, toujours en compagnie de Roger Oyono, Fotine Zozou. Et je m'arrête toujours. Didier Yimkwa, merci. Didier Yimkwa et Valérie Mandengue. Valérie Mandengue, vous avez suivi le papier sur la conférence du ministre René Emmanuel Sadi. Comme toujours, on a connu ça avec Issa Thilo Mabakari, toujours sur la défensive, le gouvernement. Toujours après des rapports. Pourquoi ne pas anticiper? Non, le ministre Sadi a une posture qui est celle de notre gouvernement, qui est celle de la légalité constitutionnelle, qui lui confère cela. Il faut rappeler 2 ou 3 petites choses. Oui. Nous savons très bien, dans la dynamique de bouleversement des pays en Afrique, le rôle ou les rôles qu'ont pu avoir les organisations non gouvernementales, en abrégé ONG, en association généralement avec des médias extérieurs qui influencent le processus en interne du règlement d'une crise. Ça fait 2 ans, 6 mois, je voudrais vous rappeler, je rappelle juste là, qu'à la suite des revendications corporatistes légitimes, le gouvernement a amené à apporter des solutions aux différentes corporations qui étaient mises en cause. Juste à la suite de cela, le Cameroun, notre pays, a été attaqué, monsieur Serge Otto. Lorsque vous avez un militaire qui tombe, le pays est en état de guerre. Je voudrais ici très sincèrement déjà réitérer mes condoléances à monsieur Oyono qui a perdu un membre cher de sa famille dans ce conflit. Moi, j'en ai au moins 3-4 qui sont sur le feu des actions. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur, vous ne pouvez pas imaginer le stress, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ces militaires qui de jour comme de nuit, pendant que nous dormons, sont en train d'arpenter les forêts pour pouvoir débusquer ces maquisards-là. C'est le lieu pour moi ici là de vraiment remercier le maire Ekema Patrick pour le rôle qu'il est en train de jouer en ce moment dans la région du sud-ouest, plus pratiquement à Bouya, et aussi tous les autres acteurs qui permettent aujourd'hui aux populations petit à petit de pouvoir sortir de leur torpeur. Vous pouvez nous rappeler le rôle qu'il joue? Le maire déjà, il rassure ces populations, il accompagne ces populations à sortir de cette peur, à reprendre une vie normale. Il rassure la population parce que vous avez des zones entières, par exemple dans le nord-ouest, où la vie administrative n'est quasiment plus là. Donc, des populations abandonnées à elles-mêmes ne savent plus à quel sens se vouer. Vous avez certains qui sont en forêt, d'autres qui sont déplacés, comme dans l'élément que nous avons vu tout à l'heure. Donc, le maire Ekema, vraiment proche de ces populations, aide celles-ci à sortir de là. Je vais simplement permettez, Valérie Mandengue. Fotine Zozou, dans ce rapport de Human Rights Watch, pour le ministre René Emmanuel Sadi, la vérité a été complètement biaisée. Elle ne reflète pas la réalité du terrain. Pour René Emmanuel Sadi. Moi, je pense pas on ne doit pas confondre, je dirais, la voix d'un ministre à celle d'une ONG. L'ONG joue son rôle en tant qu'observateur d'une crise et apporteur de propositions, ou du moins... Mais pour le ministre, il trouve que l'ONG a un parti pris. Hein? Ça dit, moi, j'aurais été d'accord si ceux qui nous parlent toujours de la théorie du complot ne faisait pas tête chercheuse. Parce que si aujourd'hui on va rejeter le rapport d'une ONG, il va falloir que nous soyons prêts à rejeter le rapport de toute ONG, parce que nous avons vu dans d'autres cas les ONG présentées à la télé en train de donner des rapports lorsque ces rapports nous sont satisfaisants. C'est-à-dire, dans le cas espèce, on peut dire que cette ONG est en train, je dirais, de donner son point de vue sur la crise, et les ministres, comme toujours, doivent défendre et clamer la responsabilité de notre armée. Mais nous, en tant que Camerounais, nous avons notre propre regard, parce que cette crise nous concerne directement et elle est actuellement dans notre pays, elle est plus proche de nous, et ce que nous constatons sur le terrain, justement, c'est qu'il y a, comme dans toute guerre, des débordements
d'abord de tous les côtés, et ceux qui sont séparatistes brûlent des domiciles, tuent la population, volent, prennent les populations en otage et demandent les rançons. Et de l'autre côté, l'armée, pour riposter, peut également commettre des erreurs. Que le rôle d'une ONG n'est pas de dire l'armée a fait ci et ça parce qu'elle voulait défendre, non. Son rôle est de dire il y a eu des morts, et c'est à ceux qui ont posé des actes de dire pourquoi il y a eu des morts. Rejeter comme ça d'un revers de la main le rapport d'une ONG, ça voudrait dire peut-être qu'on n'a pas encore compris le rôle que joue le rôle d'une organisation non gouvernementale. Donc nous savons qu'il y a des morts, il y a des incendies, il y a des attaques et il y a la riposte. Et lorsqu'une attaque se fait dans une zone où la population s'y trouve, mais il est fort évident que les dommages collatéraux soient constatés, et le rôle d'une ONG n'est pas de justifier les dommages collatéraux, mais de les déplorer et de les afficher aux yeux de tous ceux qui s'intéressent à cette crise-là. Donc le ministre, en retour, joue son rôle en disant non, notre armée est professionnelle. Ce qui arrive sur le terrain, je dirais, ce qui arrive ignoblement sur le terrain est posé par les sécessionnistes, qu'on peut les qualifier de maquisards et de tous les noms qu'on veut. Donc il s'agit là d'une confrontation entre deux forces qui normalement sont nées pour se confronter, parce que nulle part au monde une ONG n'a dit oui, on a tué la population, l'armée a tué la population parce qu'elle ripostait, et aucun gouvernement du monde également n'a répondu oui, nous avons tué la population. Moi je pense qu'il s'agit de ça. Mais le plus important pour nous donc en tant que Camerounais, c'est de comprendre que nous traversons une période difficile de notre histoire, et nous avons tous commis des erreurs, que ce soit du camp de ceux qui attaquent, que ce soit de notre camp. Nous, en tant que peuple, nous avons au début pris la question avec beaucoup de légèreté. Aujourd'hui, les conséquences s'abattent sur tout le territoire. Didier Limpoa, oui, c'est la parole du ministre Sadi contre le rapport de l'ONG Human Rights Watch. Je pense que le ministre René Sadi est dans son rôle. Ensuite, une ONG sérieuse doit être impartiale. Nous sommes dans une guerre qui est ouverte. Vous avez parlé tout à l'heure des dégâts collatéraux, mais aller trouver à ces dégâts collatéraux un seul auteur, pour moi, me paraît disproportionné. Voyez-vous, et puis je comprends pourquoi. Cette ONG-là, qui joue un peu le rôle des Bob Denard des années 60, est financée 80, voilà, et a un financeur, George Soros. George Soros est le plus grand financier. Cette ONG juge de la prodigalité financière, de la largesse financière de George Soros. George Soros, qui est un Américain d'origine hongroise, qui fait dans la spéculation des produits d'hydrocarbures. Et nous avons eu des informations que George Soros serait évidemment le financeur des sécessionnistes. Vous comprenez pourquoi, évidemment, le rapport de Human Rights doit être biaisé. Vous comprenez, pour donner une image noire, pour peindre le régime camerounais en noir face à l'opinion internationale. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, tout ce que Human Rights Watch, dans son rapport, c'est vrai à 100%, il n'est pas faux, je le sais, tout ce qu'il y a dans son rapport, mais il ne faut pas exagérer. Lorsque vous voulez travailler sérieusement. Et nous savons très bien que cette ONG, c'est vrai qu'il bénéficie des qualités financières de M. George Soros, est alimentée par des ONG nationales. On le connaît, pas des acteurs politiques nationaux, pas certains partis politiques qui prennent leur dictée dans les chancelleries que l'on connaît. On ne va pas les citer ici, mais je pense que, après tout, même si on est adversaire politique, nous défendons une maison. Nous avons le devoir de construire une maison. Nous avons le devoir de protéger notre unité. Parce que quand le nord-ouest et le sud-ouest sont en crise, c'est tout le Cameroun qui est en crise.
Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui les pertes financières, les pertes sèches que le Cameroun porte aujourd'hui. C'est immense. Moi, j'ai rencontré aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure des déplacés à l'intérieur du Cameroun, mais c'est un fait réel. Ça pose un problème de sécurité, ça pose un problème d'insalubrité. Ils dorment comment? Ils vivent comment? Les gars se battent pour survivre. Et vous avez le taux de criminalité qui a augmenté. Vous avez... moi, j'ai rencontré, par exemple, une certaine jeune fille vendre la nourriture dans les brouettes. Quelqu'un m'a fait savoir que c'est une habitude du côté du sud-est, mais ce n'est pas une habitude ici, lorsqu'on sait que nous sommes dans un environnement très pollué avec tout ce qui a comme particules fines. Et dans l'air, vous comprenez que nous sommes dans une situation malade. Nous sommes dans une situation malade. Donc, il ne faut pas jouer avec l'unité d'un pays. Vous comprenez? Ces ONG-là, on les connaît. Leur rôle, c'est de manipuler l'opinion internationale, c'est d'instrumentaliser les naïfs, dont le ministre Sadi, qui est un fin diplomate, joue son rôle. Ok. Roger Yono, est-ce que ce que dit Human Rights Watch est complètement faux? Est-ce que ce que dit René Emmanuel Sadi est totalement vrai? Je ne vais pas entrer en contradiction avec ce que mes copanélistes ont dit précédemment. Le ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication gouvernementale, est dans son rôle. N'attendez pas que René Emmanuel Sadi vienne vous dire que ce qui se passe dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ou bien ce que Human Rights a dit, est vrai. Ne vous attendez pas. Ce serait dans une république, je ne sais pas trop quoi. Prenons l'aspect, Roger Yono, oui. Est-ce que la situation est vraiment sous contrôle? Je ne peux pas dire que l'aspect est totalement sous contrôle lorsque je vous parle que j'ai quelqu'un de ma famille qui est actuellement à la morgue, qui j'espère l'inhumation sera ce week-end et qui va reposer en paix. L'aspect ne peut pas être totalement. C'est quoi la dernière fois, et je reviens sur ça, j'ai dit il ne faut pas blaguer avec ce qu'on appelle l'histoire d'un pays. J'ai ri lorsque j'ai vu certains amuseurs de la République parler de la crise anglophone avec légèreté, et lorsque certains partis politiques veulent instrumentaliser la crise anglophone à des fins personnelles et politiques. C'est pourquoi je le réitère, je disais la dernière fois qu'il est inadmissible qu'un parti commence à faire un folklore à Douala disant que nous marchons pour ceci. Actuellement, nous avons l'impression comme si la rive gauche et la rive droite du Mungo sont divisées. Un parti qui se veut légitime et qui voudrait regagner en termes de légitimité. Je parlais de la légitimité tout à l'heure comme étant un mode de repos d'un pouvoir. Ce parti, il serait plus légitime et plus sage d'aller manifester dans le nord-ouest et le sud-ouest. À Douala, à Ebolova, en Gaoundéré, à l'extrême nord, c'est du folklore. Je dis bien c'est du folklore. On peut bien le faire. Il y a une impression de sympathie envers cela, mais en réalité, si on pense que c'est à Douala qu'on va le faire et revenir à la paix, c'est du folklore, puisque lorsqu'on est à Douala, on ne maîtrise pas la réalité qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'aurais même préféré que le ministre fasse ce discours étant dans le nord-ouest et le sud-ouest en disant que la situation est sous contrôle dans le nord-ouest et le sud-ouest. En faisant ce papier à Yaoundé, M. Sadi, avec tout le respect que je vous dois, la situation n'est pas sous contrôle. La situation n'est pas sous contrôle, sinon on n'allait pas perdre autant de civils, autant aussi d'hommes en tenue. Je pense aujourd'hui, je vous dis, on sortait de l'atelier tout à l'heure, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses parce que j'ai vu des gens qui ne se saluent pas sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, et ils ne se saluent pas pourquoi? Parce que ces gens ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, avec un atelier, ces gens ont appris à se connaître et à comprendre qu'ils peuvent avancer ensemble et ils peuvent dialoguer. Je pense qu'il faudrait qu'on soit véritablement sérieux sur la crise anglophone pour permettre que des gens comme nous autres ne continuent plus à perdre des vies, à perdre des membres de famille. Il faudrait véritablement recentrer les débats. Recentrer les débats, c'est sur quoi? Lorsque vous parlez de human rights, mon frère l'a dit tout à l'heure, ils sont financés par qui? Vous pensez, en principe, une organisation non gouvernementale n'est pas à but lucratif. Mais regardez les salaires des gens des ONG. Voilà. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Vous voulez qu'ils fassent quel genre de rapport? C'est en fonction de ceux qui les financent qui dictent l'aggiornamento de la publication. Voilà. Ça veut dire que l'ONG est dans son rôle, à savoir, si je voudrais pas dire que tout ce que l'ONG dit n'est pas fondé ou bien faux, mais en réalité, il faut voir qu'il peut avoir exagération des deux côtés. Et là, on éloigne ou bien on cherche à distraire le peuple en éloignant le peuple, etc. Je pense qu'avant que Human Rights même ne graisse ce truc, pourquoi Human Rights ne se rapproche pas du gouvernement pour proposer d'autres solutions? On parlait tout à l'heure de
de l'UNESCO qui essaie d'apporter une solution qui m'a semblé un peu pratique sur, par exemple, la lutte des fake news sur les réseaux sociaux. Arrêtons les rapports. On ne change pas un pays par les rapports et les décrets, etc. On change un pays avec la réalité pragmatique. Que les ministres aillent au nord-ouest et au sud-ouest et constatent la réalité. Et que Human Rights, quand Human Rights est dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'on constate, mais pas les choses que les gens sont assis sur des bureaux par rapport à leur salaire qui se mettent à écrire. Serge Alain, le débat étant vraiment personnel pour moi, pour dire, il ne faut pas tomber dans le cercle de la subjectivité. Je préfère m'en arrêter là, je pense que j'ai dit. Ok, Fautine Zozo, Maurice Kamto refuse d'être jugé en catimini. Il existe des audiences publiques. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Le retour qui vous est au niveau du MRC. Oui, vous savez, lorsque nous avons dit que Maurice Kamto était un prisonnier politique, on nous a répondu que non, il était un prisonnier de droit commun. Aujourd'hui, nous sommes surpris qu'on va l'enlever en prison et aller le juger dans le bureau d'un juge comme ça, alors que lui, il est quand même président d'un parti politique et il y a ses militants et d'autres sympathisants qui aimeraient assister au procès. Je pense que si nous sommes allés jusqu'à rendre public le débat sur le contentieux électoral au Conseil constitutionnel, ce n'est pas le Maurice Kamto, quand même, qu'on traite de moins que rien à qui il faudrait aller le juger dans une chambre en cachette. Donc moi, je pense qu'un temps soit peu qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Qui le traite de moins que rien? Ça dit que... Oui. Oui, mais moi, j'ai des gens sur le plateau qui commencent à dire qu'un parti politique, ça dit que nous allons-y tout doucement. Il y a des gens qui commencent à dire un parti politique qui va aller manifester à Yaoundé, ça ne porte pas sur la crise anglophone. Je sais que là, on indexe le MRSC. Je ne sais pas si après le drame du 11 septembre à New York, on partait. Oui, mais justement, il parlait à moi. Il faut le reconnaître. Le drame du 11 septembre à New York, ceux qui manifestaient à Paris pour apporter le soutien, devaient entrer dans les Boeing pour aller dans les vols pour aller à New York manifester. Je suis un peu très désolé de savoir que des analystes politiques essayent quand même de demander à un parti politique d'aller manifester dans une zone de conflit pour apporter son soutien à ceux qui en souffrent. Mais ceux qui sont donc à Paris et qui aimeraient apporter le soutien seront sûrement obligés de prendre un vol pour aller dans la zone anglophone. Mais je préfère m'arrêter là pour ne pas revenir. Mais revenant sur le cas Maurice Kamto, pourquoi vouloir juger Maurice Kamto en cachette lorsque nous savons qu'il a été arrêté dans des conditions ignobles? Nous avons décrit les conditions de son arrestation, les conditions de sa détention, de sa mise en garde à vue, ainsi de suite. Et on nous a dit non, il est un prisonnier de droit commun, il n'en est rien de politique. Aujourd'hui, pourquoi ne pas donc aller le juger comme quelqu'un qui a fait des casses lors d'une manifestation comme on a voulu nous faire croire? Pourquoi ne pas l'amener au tribunal devant tout le monde, rendre public son procès et que ceux qui sympathisent avec lui regardent comment on juge le camarade, comment on juge le frère? Pourquoi vouloir le juger en cachette? Moi, je pense que le professeur Maurice Kamto, que je profite encore, je félicite parce que là, il vient de démontrer une fois de plus que nous devons apprendre à être cohérents même au niveau de la justice. On ne peut pas sortir un président de parti politique qu'on accuse d'avoir commis des casses durant une manifestation et aller juger dans une chambre alors que nous avons toute une cour au tribunal où les gens peuvent s'asseoir et regarder comment... Voilà, vous l'avez déjà dit, on a suivi. Valérie Mandengue, pourquoi vouloir juger Maurice Kamto et les autres en cachette? Vous savez, en entame d'émission, je vous l'ai dit et tout à l'heure vous m'avez coupé, j'espère que j'aurai un peu plus de temps pour développer ce que je veux dire. J'ai dit nous avons... Dans le respect de... Voilà, parce que nous sommes un plateau très sérieux. Voilà, effectivement. Voilà, faut rester dans donc, les canons. Je disais tout à l'heure que nous avons un rôle qui est l'éducation de masse. Lorsque nous arrivons sur un plateau, il ne nous appartient pas ici de venir faire de la spéculation ou de venir faire du populisme. En arrivant ici, j'ai essayé, comme beaucoup de panélistes, de co-panélistes sur ce plateau, de m'argumenter ci et là pour voir si effectivement le MLC était dans son droit de dire que Maurice Kamto est dans une procédure illégale. Ici, au niveau du chapitre 2 de la section 1 de la publicité de l'audience, le chapitre 2 de la publicité et de la police de l'audience, il est écrit, M. Serge Oto, à l'article 302, les audiences sont publiques. Toutefois, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, la juridiction peut à tout moment, d'office
ou à la demande de l'une des parties et après réquisition du ministère public, ordonné par jugement avant d'y droit que les débats aient lieu en tout ou partie à huis clos ou que leur publicité soit restreinte, mention en est faite dans le jugement. Donc je pense que lorsqu'on regarde l'esprit de la loi, lorsqu'on essaye de lire la loi dans comment on appelle ça, dans ses fondements, nous comprenons ici très bien que nous ne sommes pas face à de la spéculation, nous sommes face à une procédure qui obéit à une légalité. Je vais simplement chuter en disant dessus, monsieur Didier Lumkoa, si je suis ministre et que je suis arrêté parce que j'ai détourné des deniers publics, est-ce que je suis un prisonnier politique? Non. Monsieur Yono, si je suis membre d'un parti politique et que j'ai commis des infractions de droit commun, est-ce que je suis un prisonnier politique? Pas instrumentalisation, oui. Monsieur Fossi, il faut donc comprendre et arrêter ce fameux débat. Pose-moi une dernière question. Non. Pas de leçon. Je vais vous la répondre. Monsieur, posez-moi la même question. Monsieur Posez-lui la même question. Non, dans la dialectique, posez-moi la même question. Je vais vous donner une réponse. Monsieur Serge, en communication politique, il est très facile et il est très récurrent de transformer un fait en fait politique. Nous savons pourquoi. Parce que ici, l'effet recherché est un effet pour pouvoir influer sur les opinions, pour pouvoir attirer la communauté internationale qui est très sensible au niveau de ce qu'on appelle les droits de l'homme et des droits humains. Donc je voudrais simplement terminer en disant que M. Maurice Kamto n'est pas un prisonnier politique. M. Maurice Kamto est un justiciable de droit commun qui est en train de faire face à des poursuites que le ministère public a engagées contre lui. On dit pourquoi ils ne sont pas jugés de manière Je vous ai lu l'esprit de la loi. Je parle de votre chute là, ce n'est pas... Non, simplement parce que dans l'argumentaire, oui, vous n'êtes pas modérateur. Pourquoi vous êtes agité? Il y a des temps de parole de M. Didier. On arrive au terme. Moi, j'ai eu la chance de connaître Maurice Kamto dans les années 90. À l'époque, il n'était pas connu du public. Et j'ai eu la chance que c'est le professeur Signou Pokam qui me l'avait présenté comme voilà Kamto de Mononjana. Preuve que le professeur Signou Pokam avait aussi du respect pour le philosophe Mononjana. Pour dire que moi, je suis pour la libération du professeur Kamto. Ça peut surprendre n'importe qui parce que je suis du FSNC. Parce qu'on est en train de donner à Kamto ce dont il avait... Pas le débat. Est-ce que pourquoi ils sont jugés en cachette? On va parler de ça. Non. Je ne suis pas juriste, vous comprenez. Okay. Il a un peu essayé de convoquer des instruments juridiques qu'on pouvait bien. Moi, j'ai même lu sur les sociaux, on pouvait décider de le juger à huis clos. Mais sauf qu'avec Maurice Kamto, il ne faut pas utiliser les moyens de fauchiver. Vous comprenez, il faut utiliser, c'est un homme de science, c'est quelqu'un qui a été un enseignant, qui a eu de l'influence sur ceux qui peut-être le jour au jour, ça va être ses étudiants. Donc face à lui, bon, les gens peuvent poser un certain nombre, gérer un certain nombre de contraintes. Mais moi je pense que Kamto aujourd'hui, on lui donne une visibilité. Kamto aurait pu être aujourd'hui en train de gérer les contraintes d'entre deux élections. On lui a enlevé une grosse épine sous le pied. Aujourd'hui, on lui donne une aura, on lui donne une vue internationale. Je pense que c'est un cas. C'est un cas qu'on le veuille ou non. C'est vrai que c'est un problème de droit commun, mais il ne faut pas oublier que le contexte est politique. 2 secondes rapidement, pour sortir. Oui, Serge Alain, c'est simple. J'allais dire que je n'étais pas juriste, mais j'allais convoquer qu'il y a quand même des textes qui prévoient que lorsqu'il y a une audience, il peut avoir risque de manipulation ou bien de trouble à l'ordre public lors d'une audience. Il est prévu qu'il faut les justiciers ou les justiciables peuvent être jugés à huis clos. Il faut éviter de croire que nous sommes dans l'état libre du Cameroun. Le Cameroun est un état qui a ses textes. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Okay, il faudrait qu'on ait... Il n'est pas libre. Merci. Moi, je suis d'accord avec vous. Le Cameroun Madame, monsieur, merci, je vous en prie. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro et qu'il en soit toute l'équipe conduite par Séverin Chouban. Donc, rendez-vous une fois de plus demain lorsqu'il sera 19h. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Bian, non loin des eaux télé, nous sommes dans le département du Diaélebo, région du Sud.